a commencé sa carrière à Boulevard Voltaire et aujourd'hui est reporter à Valeurs Actuelles, Charlotte Dornelas. Essayiste, journaliste, il a le défaut d'être libre et de toujours dire ce qu'il pense. C'est le directeur de la rédaction de l'Incorrect, Jacques de Guilbon. Elle a été élue députée à 22 ans, a quitté la vie politique 5 ans plus tard. Elle ouvre aujourd'hui l'ICEP, un institut des sciences politiques, Marion Maréchal. Et cette table ronde sera animée par Benoît Sevilla des Éveilleurs d'Espérance. Cher public, merci pour votre accueil. Alors, je vais commencer par celle que vous attendez tous. Charlotte Dornelas, vous êtes venue pour elle ce soir, la presse, le public. Et donc, je ne peux pas vous faire patienter plus longtemps. Alors, Charlotte Dornelas, qu'est-ce qui fait de vous la journaliste anti-68 la plus regardée de France, de votre génération? C'est votre liberté de ton, c'est votre indépendance d'esprit, c'est aussi une volonté? Alors, je n'ai pas pour volonté, bonsoir à tous, j'ai pas pour volonté d'être une journaliste anti-mai 68. Je suis assez d'accord sur un point de ce qui a été dit précédemment, c'est que je pense qu'on s'est focalisé beaucoup sur mai 68 et que si on veut, je suis un peu comme Solzhenitsyn, je condamne toute révolution en elle-même. Et je crois qu'en fait, je fonctionne plus, en tout cas, par effusion. Je crois que quand je suis certaine d'une chose, la seule chose que je cherche par mon métier, et je pense que tous mes confrères font la même chose, je l'espère, c'est la vérité. Je la cherche humblement, évidemment, mais parfois on sait qu'on l'a trouvée, on a l'intuition déjà, et même parfois la certitude de l'avoir trouvée. Et il se trouve que je l'ai parfois cherché sur des sentiers différents, par l'éducation, par l'endroit d'où je viens, par le regard que je pose sur les choses, peut-être aussi par la génération d'où je viens. Et j'ai voulu garder cette liberté dans le ton, effectivement, dans un milieu qui était, alors c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui, mais qui a été assez homogène, notamment, pas forcément par volonté de censure, je crois, par volonté, enfin par autocensure parfois, mais surtout par homogénéité en fait sociologique. Et en ça, du coup, je suis parfois un peu différente, mais très bien accueillie. Vous ne vous sentez pas agressé de temps en temps quand vous intervenez sur le plateau de CNews? Non, vous dénotez un peu quand même. Je dénote parfois. Je me sens pas agressée. Je crois que à droite, pour faire très court, on a une chance immense, c'est que il y a certaines choses qu'on défend qui ont été loin d'être évidentes pendant très longtemps et qui nous ont obligés à beaucoup travailler, ce qui n'a pas été le cas forcément pour des gens qui défendaient des choses peut-être plus faciles à défendre à certains moments. On a dû beaucoup travailler et puis il y a certaines choses qu'on nous passe beaucoup moins qu'à d'autres. Le récent débat sur les fake news, on voit bien qui sont les gens qui sont pointés en permanence. En général, c'est plutôt à droite de l'échiquier, alors que on se trompe plus ou moins volontairement, à mon avis, de tous les côtés. On est souvent beaucoup plus pointé, on fait beaucoup plus attention à ce qu'on dit. Et moi, je l'ai pris en fait. Alors, soit on passe nos journées à râler en disant ah, ils sont vraiment injustes. Nous, on peut pas se tromper une seule fois, alors que ailleurs ils peuvent se tromper tant qu'ils veulent. Soit on décide d'en faire un atout finalement, de se dire finalement personne ne veut se tromper en fait, on n'a pas envie de se tromper et en tout cas dans la mission d'information, c'est évidemment pas quelque chose qu'on veut faire consciemment et le moins possible, même inconsciemment. Donc moi je l'ai pris comme un atout et je fais extrêmement attention, je travaille les sujets dont j'ai à parler et donc voilà, donc je me sens pas agressée, c'est parfois plus difficile parce qu'on est peut-être moins nombreux dans la masse. Mais voilà, non. C'est peut-être aussi pour ça qu'on vous entend plus. Alors, Marion Maréchal, il fallait bien que quelqu'un se dévoue pour vous poser la question la plus brillante du moment, à laquelle d'ailleurs je pense que personne n'avait songé. Pourquoi vous êtes parti pour revenir si vite ? Cette fameuse question. Merci de votre originalité déjà avant tout. Alors sachez que à l'époque de Balance ton porc, il est assez malvenu de vouloir absolument faire dire oui à une fille qui n'arrête pas de dire non.
Voilà, donc pour votre information... Pour votre information, c'est donc un non, ce n'est pas un retour politicien, si j'ose dire, c'est un retour peut-être, en tout cas temporaire, à la vie publique, dans le but d'un engagement métapolitique. Alors moi, j'ai beaucoup écouté tout ce qui avait été dit sur mai 68, ça me paraît un peu lointain, j'ai pas une vision évidemment de témoin, loin de là, de ce qu'on en voit, de ce qui peut témoigner. C'est vrai que ça ressemble plus à un Tinder de fils et filles à papa qui se font les porte-paroles d'ouvriers, qui est véritablement quelque chose de sérieux, mais en tout cas, il est vrai que ça cristallise en tout cas un état d'esprit et ça aura des incidences derrière, pas tellement liées à l'événement, mais plutôt un courant beaucoup plus profond et à mon avis qui vient de beaucoup plus loin. Mais l'air de rien, l'histoire se répète un peu, puisque nous, on a aussi nos bobos qui tentent en tout cas de se donner un petit frisson révolutionnaire, puisqu'on a eu les Black Blocs, il n'y a pas si longtemps que ça, qui ont retourné Paris, et quand on a vu les profits des gens qui avaient été interpellés, on a pu constater qu'il y avait des gens payés à 4 000 €, des filles et fils de banquiers, enfin voilà, donc on a un peu les mêmes genres. On a aussi des sous-révolutions 68ardes à Tolbiac, puisque un peu dans le même esprit de ces jeunes bourgeois qui tentent de se donner des frissons révolutionnaires, on a maintenant les ateliers racisés, genrés, avec quand même une différence majeure et qui est assez inquiétante, c'est qu'à l'époque de 68, en face, on avait le pouvoir gaulliste, et aujourd'hui, on a le pouvoir Macron. Et donc, à certains égards, il y a presque des convergences beaucoup plus importantes qu'il y a entre le pouvoir et ces sous-révolutionnaires 68ards qu'à l'époque entre précisément cette jeunesse 68arde et le pouvoir gaulliste qui était encore l'incarnation des traditions qu'on a pu connaître. Et c'est vrai que quand je vous entendais tous parler, je pense que le constat est largement partagé, l'inventaire aujourd'hui est largement fait. Et quand on parle de 68, moi je pense à la fable de La Fontaine qui s'appelait l'octogénaire planté. Et donc dans cette fable, vous avez un vieil homme de 80 ans qui plante un arbre, qui passe son après-midi à faire ça, et ses 3 fils l'interpellent en lui disant « Mais pourquoi plantes-tu cet arbre? Quel intérêt? Tu as 80 ans, fais autre chose, tu n'en verras pas les fruits. » Eh bien, mai 68, pour nous, c'est un peu ça. Ça veut dire, c'est plutôt exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on se retourne vers ces générations et on dit « Papa, pourquoi t'as pas planté, en fait ?» Enfin, en ce qui me concerne, plutôt « Grand-père, pourquoi t'as pas planté ?» L'exemple est un peu mauvais en ce qui me concerne également, mais... Vous aurez compris l'image. Pourquoi tu n'as pas planté? Et donc finalement, l'inventaire qu'on fait nous, c'est celui-ci, c'est un constat un peu amer et plein de reproches. Et la vraie question derrière débrancher mai 68, finalement, c'est qu'est-ce qu'on rebranche? Et je crois que l'une des choses qu'on peut rebrancher, et dont notre génération, la génération de droite, conservatrice pour faire simple, a pris conscience, c'est la nécessité d'accepter ce que n'acceptait pas cette génération à l'époque, une forme de report de satisfaction. Ça veut dire que si on veut transmettre, il faut accepter de ne plus être dans la jouissance immédiate, et il faut accepter de construire sur le long terme. Ce qui est assez exigeant, c'est vrai pour nous, alors que nous sommes peut-être au summum des délires individualistes, et ça impose une certaine rigueur morale, intellectuelle, qui n'est pas dans l'air du temps de s'imposer un peu à contre-courant. Mais ce qui me rend très optimiste, c'est que l'histoire est écrite par les minorités agissantes, et qu'en ce qui nous concerne, et en ce qui concerne la jeunesse, qui c'est vrai, est l'air de rien encore une minorité dans le cadre de la société actuelle, c'est qu'en tout cas au sein de cette jeunesse, je pense que cette aspiration à rebrancher la transmission, ce souhait de nouveau de pouvoir construire dans le long terme, et de ne pas uniquement penser à soi. Il y a une phrase que j'aime bien qui disait « L'homme moderne prépare sa retraite comme le chrétien prépare son salut ». Eh bien, sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, nous avons conscience qu'on ne peut pas raisonner uniquement à l'aune de nos simples existences, surtout au regard de la situation dramatique à certains égards sur le plan parfois social, économique. Et donc, on a envie non pas de préparer nos retraites à nous, mais la retraite de nos petits-enfants. Et à ce titre, c'est dans cet esprit-là, en tout cas, que moi, je m'inscris dans ce projet éducatif à long terme et que j'espère, moi, à mon petit niveau, pouvoir très partiellement débrancher mai 68. En fait, vous avez pas vraiment répondu à ma question, mais j'ai la réponse. En fait, ce sont mes questions, ce sont mes réponses. En fait, vous vouliez revenir pour reprendre la parole. Parce que vous venez de nous faire une synthèse de la pensée que vous allez développer maintenant au sein de vos projets. Aujourd'hui, on voit bien que votre voix, effectivement, manquait peut-être depuis un an. Et là, aujourd'hui, vous avez déjà bien cadré le débat et je vous en remercie. Alors, Jacques de Guilbon, vous êtes journaliste, vous avez fondé un mensuel écrit.
Et alors, évidemment, la première question que je me pose quand même, c'est que lorsque l'on voit l'évolution de la presse écrite aujourd'hui en France, est-ce que cette idée de relancer encore un nouveau mensuel écrit n'est pas, en tout cas écrit et surtout de papier, n'est pas finalement un peu farfelu compte tenu du fait qu'on se rend compte de plus en plus que le papier disparaît. Voilà. Est-ce que, là j'aimerais bien que vous nous parliez de cela, est-ce que justement c'est pas aussi un travail que votre génération peut mener, c'est de réhabiliter le papier, de réhabiliter l'écrit? Est-ce que c'est ça qui a motivé votre décision de fonder ce journal dont je crois que dans cette salle à peu près tout le monde est abonné, donc ça ne concerne pas les gens qui vous écoutent, hein. Oui, il marche, oui, on entend. Oui, on voit qu'au moins 68 a réussi quelque chose, c'est que maintenant ce sont les hommes comme moi qui font les potiches à côté des femmes. Voilà, et je suis merci de m'accueillir sur cette tribune. C'est vrai que c'est un peu gênant parce que Marion est entouré de 2 mâles blancs et on ne sait pas si on a une vraie et si ce genre, pour ce qui me concerne en tout cas, et hétéropatriarcal. Mais voilà. Pour répondre à votre question, non, je pense que c'est absolument pas absurde de lancer un magazine écrit, et d'ailleurs les dizaines de milliers de lecteurs de l'Incorrect qui sont ici ou qui n'ont pas pu rentrer en témoignent. On a invité Marion d'ailleurs gentiment parce qu'elle avait plus de public. Mais non, c'est justement, si on veut, c'est une manière de débrancher 68, je pense, ça sert pas qu'à ça, mais de faire un journal imprimé, écrit, parce qu'on le sait, qui a des enfants le sait, même qui est né là-dedans. L'écran, Internet est une prison sans mur, mais c'est une prison en fait. Et on le sait très bien, c'est un trouble de l'attention que ça crée. Lancer un journal écrit, c'est-à-dire réhabiliter ça, cette transmission, c'est une manière de dire qui aurait envie que ses enfants apprennent à lire sur une tablette en fait. Qui a envie de ça en fait, qui a envie qu'ils soient enfermés là-dedans. Il y a plein de journaux ici, de représentants de journaux comme Elisabeth pour Causeur, Charlotte pour Valeurs Actuelles, qui prouvent que ces journaux marchent, que c'est ça qu'attendent les gens, et qu'on peut, nous c'est ce qu'on essaye de faire à l'Incorrect, mais dans un rythme mensuel comme Causeur, on peut essayer de formuler une pensée un peu construite, un peu structurée, qui sorte un petit peu du temps médiatique, comme on dit, mais enfin qui est un faux temps en fait, accéléré, et que c'est possible de faire ça seulement par de l'écrit, par de l'imprimé, et en prenant son temps, et en essayant de construire, de parler à son lecteur directement sans qu'il soit en train de zapper. Vous êtes d'accord avec ça, Charlotte, parce que vous faites quand même presque autant de télé que de presse écrite, que de presse papier? Non, quand même pas autant. Je travaille un petit peu quand même pour le journal auquel j'appartiens. Mais je suis d'accord sur le constat, sur la nécessité et sur l'attente. Je crois que, bon, pour m'échapper un peu du sujet, mais je crois qu'il y a un exemple dans l'actualité, pour le coup, récent, qui doit tous nous donner à la fois l'envie de réfléchir à ce qu'on veut faire et à la fois le sens de l'espérance, c'est le colonel Beltrame. Pour 2 raisons. D'abord pour ce qu'il a été lui, et ensuite pour l'unanimité de la réaction en France. Il représentait plein de choses qui ne sont pas évidentes du tout dans les discours. Il était militaire, il allait se marier avec une femme qu'il avait choisie, il allait se marier à l'église, donc en faisant une promesse d'engagement pour la vie. Il était revenu à la foi dans un pays déchristianisé et il a donné sa vie alors qu'il appartenait à une génération qui était plutôt l'héritière de l'individu contre la communauté. On se focalise beaucoup sur 68, mais philosophiquement, on peut remonter beaucoup plus loin, et notamment aux Lumières. Il y a évidemment cette volonté de libérer l'individu, non pas pour le rendre plus libre, mais pour le défaire de sa communauté. Et je crois que l'unanimité dans le salut qu'il y a eu autour du colonel Beltrame montre une chose, c'est qu'à nouveau, les gens veulent se reconnaître dans quelque chose qui les dépasse. Et ça, pour nous, c'est immense, en fait, comme espérance. Après, c'est encore extrêmement fragile parce que, précisément, la construction, on est aussi une génération qui, intellectuellement, a été un petit peu dépourvue. Et donc, il faut réapprendre à... Je suis assez d'accord sur le terme, plutôt que de débrancher, il va falloir réapprendre à rebrancher petit à petit. Je crois que l'autre immense force qu'on a, c'est qu'on n'est plus dans la prévention. On est les héritiers de générations qui, pour certains, ont voulu prévenir. C'est toujours difficile de prévenir, surtout de mauvaises nouvelles. On préfère ne pas les voir arriver. Nous, on est un peu la génération qui s'est pris beaucoup de choses aussi dans la figure. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas évidentes. Je vais prendre un exemple
qui est assez peu évoqué, mais qui l'est de plus en plus, notamment parce que j'ai lu un papier là-dessus ce matin même, c'est la question du divorce. Pendant très longtemps, le divorce n'a été vu que du côté de la liberté. C'était évidemment la liberté des individus à choisir ou non l'engagement, à choisir ou non, c'est pas du tout évidemment je prends pas des cas particuliers ici, mais dans l'ambition de la société. Et il se trouve qu'aujourd'hui, à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose de mal, on va dire, il y a une chose qu'on pointe de plus en plus, c'est par exemple l'absence de père. Et c'est la même société qui propose de déconnecter la filiation. On sent bien que tout le monde est perdu quand même. Mais il y a certaines choses où on n'est plus dans la prévention, on le constate. Et alors on peut faire deux choses quand on constate que quelque chose ne va pas. Soit on décide de ne pas le voir, ce que font certaines personnes, soit on décide de creuser même si ça fait très mal. Parce que c'est évidemment des sujets qui nous concernent tous. On a tous été touchés par ça. Et du coup, je pense qu'on a d'autant plus d'énergie, mais aussi un devoir bien plus grand en fait sur ces questions-là. C'est qu'on sait maintenant pourquoi on se bat. On a un exemple quasiment personnel pour chacun des combats que nous menons. En tout cas, moi, c'est ça qui m'aide beaucoup, c'est qu'à chaque fois, je sais exactement, je pense à une personne en particulier, je pense à un exemple en particulier, et je sais que tout n'est pas évident. On peut prendre un autre exemple, qui est par exemple l'âge du suicide en France. Avant les années 60, c'était les personnes âgées qui se suicidaient par peur de la mort. Il y avait déjà un préalable, c'est qu'il n'y avait plus rien après la mort. On avait voulu qu'il n'y ait plus rien après la mort, donc la mort faisait peur. Mais on se suicidait par peur de la mort. Aujourd'hui, l'âge du suicide, l'âge moyen du suicide, c'est la jeunesse. On se suicide aujourd'hui en France beaucoup plus par peur de la vie. Et là, je pense qu'on peut pas continuer à faire comme si on voulait pas comprendre ça. Alors après, on pourra avoir des désaccords, et notamment, moi je le vois avec mes confrères. Parfois, on a des désaccords sur les causes, on a des désaccords sur les réponses qu'on veut apporter à ça. Mais le constat, je crois que maintenant, il faut avoir le courage de le faire. Et il faut avoir le courage surtout de ne pas se déballonner. Et là, c'est plus au public que je m'adresse, mais il faut avoir le courage de ne pas se déballonner. Et en toute chose, quand je disais tout à l'heure que j'espérais pas une révolution, j'espérais plus de l'effusion. Je crois qu'à chaque instant et chacun dans nos vies, on peut pas en permanence compter sur d'autres personnes. Je crois que si chacun on fait toujours le choix de pas se déballonner justement devant ce constat-là, alors petit à petit, oui, ce sera contagieux, ça j'en ai la certitude. Je vous arrête, Charlotte. C'était superbe. Arthur de Vatrigan de l'Incorrect m'a prévenu tout à l'heure, il m'a dit: tu peux préparer une question, de toute façon, ils répondront pas à ta question. Et là, on a un exemple parfait. La réponse était géniale, mais elle n'avait rien à voir avec ma question. Mais en l'occurrence, la question c'était était nulle, brillant. du coup. C'était brillant. Alors, Marion Maréchal, vous nous avez pris par surprise. Vous êtes revenu par l'éducation. Et même plus que par l'éducation, puisque vous allez même plus haut, plus loin, vous revenez par l'enseignement supérieur. Alors voilà, évidemment la question est assez que tout le monde attend cette réponse. Pourquoi avoir créé une énième école de sciences politiques? En quoi cette école va se distinguer des autres? Et je dirais, on voit bien les commentaires depuis que la sortie de l'école a été annoncée. Est-ce que finalement c'était pas un défi très ambitieux, mais aussi périlleux pour vous? Alors, pourquoi cette école? Parce que je suis d'accord avec Elisabeth Lévy. Alors je ne sais pas laquelle des deux compromet le plus l'autre, je suis désolée pour cet accord. Mais en tout cas, j'ai retenu une phrase qui m'a fait très plaisir. Elisabeth Lévy va regretter d'être venue. Qui m'a dit, s'il y a bien un domaine, je pense qu'on peut changer, c'est la question de l'éducation. Et je pense que si on peut précisément s'attaquer à la question de l'éducation, c'est parce que précisément cet inventaire et ce constat sur les dérives, précisément 68 Tarbes, on y reviendra juste après, sont aujourd'hui largement partagés par la population. Alors un peu moins rapidement, c'est vrai, par un certain nombre d'élites, parce que l'élite a quand même cette capacité assez incroyable et ce cynisme de toujours se préserver de ce qu'elle impose au peuple. Donc elle a évidemment fait le choix de placer tous ses enfants dans les meilleures écoles privées, et surtout, bien évidemment, de faire échapper ses enfants, ses chers enfants, de toutes les réformes qu'elle a largement imposées aux autres. Je pense évidemment à tous les délires pédagogiques, je pense au fait d'avoir abandonné la méritocratie au bénéfice d'une espèce d'égalitarisme totalement fictif. Je pense au fait d'avoir dénoncé l'excellence comme une espèce de privilège bourgeois. Je pense au fait de la même manière que tous les enseignements classiques autour des humanités, parce que précisément très exigeants et concentrés dans un milieu culturel particulier, étaient soi-disant censés favoriser les mêmes milieux culturels. Donc tout ça, on l'a fait pour les pauvres et pour le peuple, de la même manière que la diversité est toujours beaucoup plus jolie de son balcon
est toujours plus agréable à imposer aux autres. Donc on fait évidemment tout pour en préserver ses enfants. Donc le constat est peut-être un peu plus long à arriver chez eux. Mais je crois qu'en ce qui concerne les Français qui, pour l'immense majorité d'entre eux, ont leurs enfants dans les écoles publiques, et c'est d'ailleurs le cas de ma petite fille, on partage ce constat et on a envie d'y répondre. Ça ne veut pas dire pour autant que le défi est simple à relever, parce que ce qui est vrai malgré tout, c'est que ce domaine-là, comme d'ailleurs la plupart des leviers de pensée, les médias, la culture et de fait l'éducation, sont encore largement dominés par le système intellectuel de la gauche. Alors, il y a plein de raisons à ça, on y est revenu un peu, c'est comme dans le milieu économique. Il y a eu aussi des contreparties données au moment de 68 pour calmer le jeu, et l'éducation en fait partie, et même d'ailleurs bien avant cela. Et donc, on est encore confronté, moi je l'ai vécu directement lorsqu'on a lancé l'ICEP, on s'est fait assez violemment attaquer par le directeur de Sciences Po Lyon, au prétexte que nous serions une école qui n'ouvre pas sur le monde, refermée sur elle-même, enfin tous les propos de séance et les poncifs habituels qui relèvent d'ailleurs plus de la morale que véritablement de l'analyse de fond, avec quand même cette chose assez amusante que cet homme qui nous donne des leçons a lui-même été engagé à l'extrême gauche. Et la revendiquer, mais vous savez, quand c'est la gauche, on ne peut jamais les soupçonner, évidemment, de partialité, de connivence. En revanche, si vous avez le même type d'initiative alors que vous avez eu un engagement à droite, là, immédiatement, vous êtes dans une démarche militante, partielle, partiale, voilà. Donc c'est assez amusant de voir que l'effet miroir ne fonctionne pas, mais j'ai tenu, évidemment, à rassurer ce monsieur de ses inquiétudes que j'imagine très sincères, et je lui ai dit qu'il y aurait autant de profs de gauche à l'ICEP qu'il y a de profs de droite à Sciences Po Lyon. Donc a priori, il n'y aura pas de difficulté majeure. On devrait être tranquille. Donc oui, cette école, en fait, elle est une offre alternative, alors modeste dans un premier temps, c'est vrai, mais qui se veut, j'espère, la voie pour l'ouverture d'autres choses, et qui part d'un constat qu'aujourd'hui, les grandes écoles en charge de former les élites françaises sont défaillantes à plus d'un titre. Déjà parce qu'elles se sont vendues à une conception très utilitariste de la formation, c'est-à-dire qu'on a le souhait de transmettre uniquement des compétences qui sont immédiatement déployables sur le marché du travail, donc rentables, et de ce fait-là, tout ce qui relève de la culture générale, des humanités, des enseignements classiques ne sont pas suffisamment valorisables tout de suite sur le marché du travail, et donc finalement on a fini par les écarter petit à petit, parce que cette formation humaniste n'était plus assez productive sur le marché du travail. Je pense que c'est déjà une large erreur, car je suis convaincue que la culture générale, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Et donc quand on est dans un monde, surtout le nôtre, qui est très mouvant, où on a des savoirs, des techniques, des connaissances qui évoluent extrêmement rapidement, finalement le fait d'avoir ces fondations intellectuelles solides sont pour moi la vraie capacité à développer son esprit critique, son discernement et justement son adaptation à ce monde-là, puisque de toute façon, on sera toujours amené à être dépassé par toutes les techniques qui s'imposent. Donc je pense que c'est une première erreur. Et la deuxième chose, c'est que ce sont des écoles qui sont idéologisées, j'ai envie de dire. Elles ont aussi écarté ces enseignements classiques parce que ce sont des vecteurs de transmission. Bien sûr, quand vous faites de la philo, quand vous faites de l'histoire, quand vous faites de la littérature française, vous enracinez les gens dans une culture, dans un état d'esprit, dans un savoir-faire, dans un savoir-être. Et donc à partir de là, si on est cohérent avec ce qu'ils sont, on s'attaque à ces savoirs parce qu'ainsi on s'attaque à la transmission. Et donc on a par ailleurs cette domination intellectuelle, cette adhésion massive, cette espèce de conformisme, cette uniformité dans ces écoles qui veut que l'on soit nécessairement vendu à la globalisation heureuse, à la fin des frontières, à la fin du cadre national. C'est vrai dans les business schools, c'est vrai dans un certain nombre d'écoles de sciences politiques. Et donc on forme des élites économiques ou politiques qui sont malheureusement passées dans ces espèces d'écoles que j'appelle moi des moules à gaufres. Moule à gaufres macronistes. Donc il y a plein de gaufres là, qui sortent tous les ans et qui vont se placer dans les différents lieux de pouvoir et de formation. Et donc en fait, finalement, l'ambition de cette école, elle n'est pas très originale. Elle est simplement, non pas de remplacer une idéologie par une autre, non pas de remplacer un sectarisme par un autre, bien au contraire, elle est simplement de dire, voilà, on peut aujourd'hui, dans une école de sciences politiques, étudier les grands courants dominants, les grands auteurs dominants qui sont étudiés partout ailleurs, mais on peut aussi étudier ceux d'en face. Et c'est ainsi le meilleur moyen de développer le véritable esprit critique des étudiants. Donc on peut avoir Adam Smith, mais on peut aussi avoir saint Thomas d'Aquin. Et l'un n'exclut pas l'autre. Et c'est ça qui fera aujourd'hui le retour de cette qualité intellectuelle française. Et on peut aussi, ça c'est un autre équilibre que nous souhaitons mettre en place, on peut bien sûr
intégrer les grands défis du monde qui sont des défis internationaux, c'est une réalité. On peut être conscient des enjeux géopolitiques, on peut vouloir d'ailleurs s'exporter à l'international, on peut souhaiter parler anglais parce qu'aujourd'hui c'est une nécessité, tout en ayant cet enracinement fondamental, ce n'est pas antinomique, tout en continuant à penser le cadre national, à agir dedans et à être dans une notion de leadership au service d'eux, voilà, au service des autres, de ses compatriotes bien sûr, mais aussi de sa communauté nationale. Et on n'est pas obligé d'être dans une pure logique de profit. On peut aussi intégrer dans sa carrière professionnelle des données qui tiennent compte de son environnement social, environnemental. Et je pense que les dirigeants de la nouvelle génération, ceux qui réussiront, seront ceux qui seront capables précisément de s'inscrire dans cette notion de service. Et c'est tout simplement ce qu'on essaie de remettre en place avec cette école. Oui, donc vous allez, je vous remercie. Alors vous allez vraiment réussir à avoir un corps professoral qui vient de différents courants de pensée. Donc, comme vous le disiez juste avant, vraiment, vous aurez des professeurs qui viennent de la gauche, des professeurs qui viennent plutôt du courant conservateur. Alors, l'idée, si vous voulez, c'est d'avoir avant tout, bien sûr, des critères de compétences et des critères d'adhésion à l'esprit de l'école et à ses valeurs fondamentales, parmi lesquelles, évidemment, l'excellence, l'éthique, l'engagement, l'enracinement. Donc, à partir de là, on attire des profils particuliers, mais nous ne sommes pas d'un parti politique. Nous ne sommes pas un sas de parti politique. Et l'intérêt d'une école, c'est que c'est un carrefour des intelligences. Donc l'idée, bien sûr, c'est de pouvoir y associer des gens au parcours, aux sensibilités parfois très différentes, mais qui s'accordent sur l'essentiel, et en particulier sur le constat, la critique qu'on fait des déviances du système actuel pédagogique, et le projet pédagogique qui est l'autre. Et on a d'ailleurs réussi aujourd'hui à le faire avec le conseil scientifique. Alors j'ai vu évidemment beaucoup de caricatures, mais quand vous arrivez dans un conseil scientifique à voir le directeur des masters droit public d'Assas, l'ancien directeur de Prépa Sup, qui est l'une des meilleures prépas françaises, des universitaires de grande qualité, des journalistes bien sûr d'immense qualité, et que vous arrivez à faire travailler tout ce monde-là, parfois certains viennent de chez Fillon, d'autres d'autres types d'engagements. Je pense qu'on réussit déjà ce pari-là, mais une fois de plus, c'est pas un sectarisme par un autre, donc moi je ne m'interdis pas du tout dans le cadre de cette école, et je le souhaite même ardemment, qu'on puisse, par exemple dans nos cadres de conférences, inviter des intellectuels de gauche qui ont des choses intéressantes à dire et qui puissent aussi venir confronter leur point de vue. Moi c'est ça qui me plaît dans l'idée de cette école, c'est une fois de plus simplement rouvrir le débat et arrêter de laisser le magistère de l'éducation nationale à la gauche. Merci Marie Maréchal. Charlotte Dornelas, vous qui avez moins de 20 ans, vous envisageriez de vous inscrire dans l'école de Marion Maréchal l'année prochaine ? Il est hyper désagréable avec moi, non ? Non, écoutez, plus sérieusement, en tant que journaliste, on ne va pas se cacher, vous êtes journaliste, donc vous allez pouvoir essayer de nous expliquer. Comment expliquez-vous cet engouement médiatique autour de l'ouverture de l'ICEP ? Alors, je pense que la raison de l'engouement médiatique pour l'ICEP s'appelle Marion Maréchal. Et je vais reprendre... J'ai un peu enfoncé une porte ouverte, je reconnais. Mais... Oui, moi aussi, du coup, je me suis contentée de faire pareil. Non, mais on aura tous remarqué qu'effectivement, la presse qui s'intéresse à l'ouverture de l'école n'est pas... Ça met un peu mal à l'aise qu'on parle de moi alors que je suis juste à côté comme ça. Je ne vais pas changer de question. S'il te plaît. Ah bah écoutez, je sais, on va laisser Charlotte voir si elle fait une réponse. J'allais juste terminer en notant effectivement, et d'ailleurs ce qu'a dit Marion Maréchal dans Valeurs Actuelles cette semaine, c'est qu'on aura tous noté que c'est pas tant la presse éducative que la presse politique qui s'est beaucoup excitée autour de l'ouverture de l'école. Donc je pense que maintenant il serait temps d'essayer de comprendre effectivement quelle est cette école et surtout d'observer si oui ou non elle répond à un besoin, et ça on va le savoir très vite en fait. Bah écoutez, en tout cas Marion Maréchal s'est très très bien défendue puisque vous nous avez présenté effectivement l'école de façon très claire et je pense que vous avez convaincu beaucoup de monde ici. Jacques de Guilbon. Vous pouvez faire des dons sur le site bicep.fr. Et également pour les éveilleurs d'espérance, n'hésitez pas, vous avez une table au fond à gauche. Et vous abonnez à l'Incorrect et à Valeurs Actuelles aussi. Bon. Ah mince, il y a Causeur aussi. La soirée va beaucoup coûter cher. Alors je crois qu'il y a aussi des journalistes du Figaro, du Point, donc allez-y, faites des dons à tous ceux que vous voulez. Alors, Jacques de Guilbon, vous qui pourriez être le père de Charlotte Dornelas. Et le grand-père de Marion. Voilà, par exemple. Non mais, excusez-moi, Jacques de Guilbon. Ce débat est très mal tenu. Est-ce que l'incorrection, ça suffit pour fonder une ligne éditoriale ? Non, pas du tout. Puisque c'est quand même celle-là que vous avez choisie.
puisque manifestement vous vous attachez vraiment à promouvoir des valeurs qui sont, on va dire, anti-68, hein, en gros, pour faire très court. Bon, voilà, en gros, qu'est-ce qu'il faut vraiment changer dans les médias pour que ça change? Qu'est-ce que vous voulez incarner de nouveau? Vous, à l'Incorrect, c'est important qu'on le sache ce soir. Non, on va gagner plein d'abonnés, de nouveaux abonnés. On va avoir le droit de parler librement, mais qui est un droit fondamental en France et qu'on a, mais de le prendre surtout et de ne pas être dans ce qui est le problème principal du journalisme en France, qui est le conformisme des journalistes entre eux, en fait, qui ne sont pas principalement, je pense, des gens qui sont de gauche, mais ils pensent qu'ils doivent être de gauche. On n'a pas inventé, nous, cette incorrection. On a plein d'exemples, et je vais reciter encore Elisabeth Lévy et Causeur qui nous ont inspirés. Je pense qu'on a été incorrect déjà parce qu'on a dit qu'on était de droite, en fait, vraiment, et qu'on a essayé de donner une définition de la gauche, qui est, moi, celle que je donne de la gauche, c'est que la gauche, c'est tout ce qui veut nous changer de monde sans nous demander notre avis, en fait. Voilà. Donc c'est assez large. Et la droite, je pense, et je reviens à ce que disait un peu Marion sur l'école, la droite est différente de la gauche dans ce qu'elle n'est pas idéologique, en fait, qu'elle n'est pas idéologue. C'est-à-dire que la gauche a tendance à tout écraser sur la politique et à faire converger tous les moyens culturels, philosophiques, de vie vers la politique. La droite doit se reconnaître ou devrait se reconnaître dans ce qu'elle prend en compte le réel, et c'est-à-dire qu'elle prend en compte les différents domaines de la vie et qu'elle essaye de ne pas les ramener tous à la même chose et de ne pas être dans donc ce côté idéologique. Ce qui m'amène d'ailleurs à parler du problème du gramscisme culturel, parce que je pense qu'on a peut-être un point de débat là-dessus, parce que j'en ai un peu assez en fait, de l'emploi de ce terme, parce qu'il ne faut pas oublier donc, que Gramsci était un philosophe communiste, donc plutôt apparenté à la gauche. Enfin, c'est pas ça qui me gêne, c'est pas qu'il soit communiste en soi, c'est ce que ça implique. Le gramscisme déjà, enfin, en général, quand on le pratique, il vaut mieux pas en parler, c'est ça le principe. Il faut le faire sans en parler. Mais c'est surtout qu'en fait, ça a tendance à écraser la culture justement sur la politique et à faire servir tout ce qui est culturel pour un destin politique. Et ça a tendance donc à assujettir la culture à ce but politique. Nous, dans l'Incorrect, on essaye de séparer justement la partie culturelle de la partie politique, de faire en sorte qu'il y ait une autonomie, si on veut, de la culture par rapport à la politique. Et je pense là à cette phrase magnifique, enfin, que j'aime beaucoup, de Léon Daudet, qu'on ne peut pas reprocher de ne pas aimer la France, qui dit moi, quand on me parle de littérature, la patrie, je lui dis merde, en fait. Parce que, voilà, qui est un des plus grands découvreurs, des grands auteurs du XXe siècle, parce que la littérature, en fait, n'est pas, tous les autres arts ne sont pas au service d'un but politique qui serait un appauvrissement et qui serait donc une idéologie, celle que nous a imposée justement la gauche dans l'autre sens. Et moi, j'ai pas envie qu'on soit, je rejoins ce que disait Elisabeth tout à l'heure, qu'on soit le rival mimétique de la gauche, c'est-à-dire qu'on finisse par lui ressembler en fait en voulant la combattre. Oui, bien sûr. Je comprends bien. Mais d'ailleurs, enfin, souvent, vous avez un ton qui est assez décalé dans l'Incorrect. Vous parliez de droite, mais je trouve aussi que vous faites intervenir des journalistes un peu d'horizons très divers, ce qui est aussi la richesse de votre journal. Manifestement, il y a aussi une volonté d'avoir un esprit très décalé à l'Incorrect. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes comme ça? Est-ce que c'est... C'est moi peut-être et la quarantaine de fous qui s'est réunis autour de moi, voilà. Bon, bah écoutez, en pas tout cas, que moi d'ailleurs, mais voilà. En tout cas, et oui, non, mais on essaye d'être, de se permettre beaucoup de choses parce que justement, je pense que la droite française, ou ce qu'on appelle comme ça, a aussi beaucoup perdu de temps à être trop bien élevée en fait. Et je pense qu'on n'est pas obligé d'être bien élevé tout le temps et que la droite bien élevée en fait ne gagne jamais. On l'a vu notamment avec la Manif pour tous, à mon avis, on a été un peu trop bien élevé. Oui, vous n'avez pas envie d'être les nouveaux enfants de cœur de la prise de droite. Alors Marion Maréchal, je ne vous cache pas que c'est vraiment à la lecture de la tribune que vous avez fait paraître dans le journal Valeurs Actuelles, je crois, au mois de février, qu'on s'est dit, nous qui avions ce projet avec l'Incorrect de monter cette grande soirée autour de mai 68, vous avez vraiment nommé des valeurs, des principes dans cette tribune à l'antipode de 68. Et on s'est dit, bah tiens, manifestant par cette école, elle veut mener un combat. Là aussi, on revoyait la notion de mai 68 à l'évidence. Et on s'est dit, bah, très bien, il faut absolument qu'elle vienne nous dire
comment, à travers cette école, elle veut mettre en exergue justement ces nouvelles valeurs de l'autorité, de la responsabilité, de la transmission, de l'héritage. Voilà, pour vous, c'est une nécessité. Pourquoi ? Pour que les entreprises fonctionnent mieux, pour que la société fonctionne mieux, pour que les individus soient, je ne sais pas moi, plus équilibrés. Voilà, qu'est-ce que vous recherchez, vous qui avez fait, il n'y a pas si longtemps que ça aussi, de la politique ? En fait, à certains égards, je continue d'en faire de la politique. Alors, c'est Nouveau le scoop. politique. Scoop, c'est le, c'est le politique, c'est pas la politique. Mais je veux dire, avoir le souhait de former une nouvelle élite au service de la cité, c'est un projet profondément politique. Voilà, et moi, j'ai pas honte de le dire. C'est pas la politique électorale. Moi, je ne jette pas du tout le bébé avec l'eau du bain, bien qu'on ait pu avoir des hommes et des femmes politiques qui nous dégoûtent un peu de la politique électorale. J'en ai fait pendant 5 ans. J'ai vu aussi beaucoup de courage, j'ai vu aussi beaucoup d'abnégation. J'ai vu beaucoup de belles choses en politique. Il ne faut pas oublier que les politiques, c'est aussi ceux qui vont directement au combat sur les plateaux. C'est ceux qui vivent aussi leur engagement au quotidien, dans leur vie privée. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir un rejet par principe, si vous voulez, de dégoût de la politique électorale au sens large. Néanmoins, je vois une cohérence entre ce que je fais aujourd'hui et ce que j'ai fait sur le plan électoral. Moi, je me suis battue pour la défense, la transmission précisément d'un certain nombre de valeurs, oui, de principes, d'un mode de vie, d'une culture, d'une histoire. Parce que je pense que c'est le combat fondamental qu'on va avoir à mener sur ces prochaines années, peut-être bien au-delà de tous les autres. Et donc finalement, je vois le combat que je fais aujourd'hui comme quelque chose de complémentaire. C'est une poursuite, puisque je crois qu'on peut défendre cette transmission à travers le combat électoral, on peut le faire d'une autre manière, et la question de l'éducation, c'est une voie royale. Et c'est peut-être une voie encore plus nécessaire parce qu'elle s'attache à donner cela aux jeunes esprits, avant même parfois certains qu'ils ne votent pour ce qui concerne le primaire et le secondaire. Et donc à partir de là, je vois une vraie cohérence. Je pense que c'est un besoin pour l'intégralité de la société, parce que notre société, en tout cas les élites, on crève de ce manque à la fois de discernement et de ce manque d'esprit critique. Aujourd'hui, on a des élites qui sont des gestionnaires, qui sont des technos. Moi, j'utilise souvent ce terme parce que je trouve qu'il est parlant, mais des émigrés spirituels. Ça veut dire que c'est des gens, on l'a dit tout à l'heure, je me répète un petit peu, mais qui ont dépassé le cadre national. Ils sont de toute façon dans l'état d'esprit de se dire, parce qu'ils en ont la capacité, il faut bien le dire, financière, logistique, le jour où ça se passe mal en France, de toute façon, on embarque la femme, les enfants et on part à l'étranger. S'ils ne l'ont pas d'ailleurs déjà fait, au moins sur le plan fiscal. Les enfants, à peine sortis des grandes écoles, sont déjà partis à New York, à Shanghai, et autres grandes métropoles, parce que finalement c'est beaucoup plus rentable et ça fonctionne beaucoup mieux. Donc c'est des gens qui sont en fait fondamentalement pas totalement concernés par ce qui pourrait arriver aux Français non délocalisables. Voilà. Et donc moi j'aimerais bien former une élite qui soit dans un esprit de Français non délocalisables d'une certaine manière, c'est-à-dire de gens qui se sentent quand même concernés par ce qui pourrait arriver par leur peuple, y compris ceux qui sont un peu hors radar dans les campagnes, dans la France périphérique, quand bien même ils auraient la capacité financière de pouvoir en effet s'expatrier demain. Mais donc à partir de là, c'est ça aussi l'originalité de cette école. C'est déjà remettre en force, je l'ai dit tout à l'heure, mais les enseignements classiques, c'est-à-dire faire de la philo, faire de la littérature, faire de l'histoire, prendre des cours de rhétorique, enfin voilà, revenir à ces fondamentaux-là, une forme de pédagogie à 360, parce que je pense qu'on est beaucoup plus armé pour être un chef efficace quand on a cette science de l'homme qu'est la philosophie, cette science du monde, plutôt qu'en faisant une espèce de boogie-boulga managérial, même si on peut y trouver des outils intéressants, mais voilà, je pense que fondamentalement, c'est ça le vrai sujet, et avec tous les équilibres dont je vous ai parlé tout à l'heure sur le plan intellectuel, et sur cette volonté que nous avons finalement de remettre du sens dans le monde économique qui en est aujourd'hui de plus en plus dépourvu, parce qu'on a perdu ce sens aujourd'hui du travail. Alors c'est lié à plein de choses, on en a aussi un peu parlé tout à l'heure, et mai 68 a été aussi c'est un peu déclenché là-dessus, mais c'est-à-dire qu'on est passé d'une société rurale à une société urbaine, on est passé d'une société de propriétaires à une société de gens qui étaient des locataires, on est passé d'une société finalement d'un gens indépendants à des salariés, à des solidarités familiales, à des individus totalement éparpillés les uns les autres, où la solidarité d'État a remplacé les solidarités naturelles. Et ça a été un bouleversement anthropologique et civilisationnel majeur, probablement le plus grand qu'on ait jamais connu, en particulier dans ce monde de solidarité naturelle et rurale qu'était la France. Et donc on est passé aussi de ce fait-là, non plus à des métiers, des artisans, des paysans qui voyaient à la fois le début et l'aboutissement de leur travail, donc ils voyaient le sens et la continuité, à des espèces de fonctions séquencées, salariées, dans des groupes qui sont des groupes extrêmement importants, et où donc les gens ont du mal, au-delà des salaires et du côté alimentaire, à voir
pourquoi ils sont là, quel est le sens qu'ils donnent à leur travail. Et donc l'idée, c'est aussi de former des entrepreneurs qui puissent rapporter ce sens dans le travail, précisément en remettant des carrières, des ambitions au service d'eux. Voilà, on peut aussi réussir professionnellement tout en tenant compte, je le disais tout à l'heure, de données sociales, territoriales, environnementales, et je pense que c'est fondamental. Et la deuxième chose, c'est redonner de la performance. Là, pour le coup, je pense plutôt au monde politique, où là, c'est vrai que parfois, on a plus de facilité à donner du sens à ces engagements, mais plus de difficulté à redonner de la performance. Et donc, finalement, sans ces performances, je pense que c'est les deux enjeux majeurs qu'on va mettre en place dans cette école. Ok, merci beaucoup. Alors, on va, je vous le dis, pour effectivement ne pas vous prendre en traître, on va terminer. Je dirais chacun va prendre encore la parole une dernière fois. Vous êtes tous les trois, on va dire, entre trentenaires et quarantenaires. Vous incarnez une nouvelle génération. Alors, je me tournerai d'abord vers Charlotte Dornelas. Vous avez manifestement, en tant que journaliste, le besoin de faire passer des messages. Vous en avez parlé d'ailleurs tout à l'heure. En même temps, si on fait peut-être parfois, on a tendance à dénoncer le journalisme idéologique, au risque parfois de vouloir remplacer éventuellement l'idéologie des autres, peut-être par la sienne. Est-ce que vous assumez complètement le fait que vous puissiez être à la fois journaliste et militante, ou est-ce que ce n'est pas le cas ? Et par cette façon dans laquelle vous incarnez votre métier, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire passer maintenant comme message pour dire on débranche, on sort de 68 et on avance autrement ? Alors sur la question du journalisme et du militantisme, il y a un seul militantisme que je m'applique, et je l'ai déjà dit au commencement, et j'espère encore une fois que tous ceux qui ont la vocation de ce métier le font, c'est le militantisme de la vérité. Ça, j'assume et je le reconnais, et je signe aisément. Et donc forcément, je ne crois pas, en revanche, je ne suis pas très relativiste, et là, je n'apprendrai rien à personne, et je crois que la vérité, oui, elle se défend, et donc il y a des prises de position. J'ai jamais caché que je croyais très peu au journalisme objectif, comme on dit aujourd'hui, et il faut bien écouter cette phrase jusqu'au bout. Pourquoi je ne crois pas aux journalistes objectifs ? Parce que ce ne sont pas des objets aujourd'hui qui relayent l'information, ce sont bien des sujets, donc ils sont nécessairement subjectifs. Je crois qu'on a menti et on se ment à nous-mêmes en voulant faire un journalisme objectif ou neutre. En revanche, on gagnerait beaucoup à réfléchir à faire notre travail, non pas de manière neutre, mais de manière honnête. Et alors ça, j'essaye effectivement, à chaque instant, d'être la plus honnête possible. Je pense qu'après, on a des regards différents. Mais l'honnêteté aujourd'hui, et notamment parfois parce que la réalité est difficile, elle est parfois difficile à voir et elle est difficile à dire. Et donc ça, effectivement, parfois la réalité elle-même, et ça n'aura échappé à personne, est accusée de parti pris. Mais alors là, c'est pas à moi qu'il faut demander des comptes. Mais parfois, rendre compte de la réalité est considéré comme un parti pris. Alors celui-là, je l'assume évidemment. Et ensuite, sur le regard sur les choses, je crois qu'il ne faut pas confondre la vérité et l'opinion qu'il y a sur la vérité. Alors après, effectivement, je viens d'un endroit, j'ai une éducation, je suis attirée par certaines choses et d'autres confrères le seront par d'autres choses. Et je crois que c'est là qu'est important pour le coup le débat des idées. Est-ce que j'ai l'impression de risquer de sombrer dans l'idéologie ? Je ne crois pas du tout. Je vais reprendre là, et c'est un peu le combat, à mon avis, qui est le mien en tout cas, et qui est celui de beaucoup de gens, je crois, chez les conservateurs. C'est un mot de Mathieu Bock-Côté, donc notre ami du Québec, qui disait en fait, il faut bien comprendre les conservateurs, en tout cas notre génération. Elle ne veut pas s'opposer en toute chose à la modernité, elle veut absolument et de toute urgence la civiliser. Or, je crois que pour le coup, je suis l'héritière d'une civilisation qui a accordé beaucoup de prix et beaucoup de place à la liberté, mais la liberté comprise non pas comme la volonté de faire ce qu'on veut en dépit de la communauté et en fonction de son individualité, mais la liberté de vouloir, de chercher et ensuite de servir ce qui est bien pour moi et pour la communauté qui m'entoure. Et alors, en ce sens, c'est la liberté que je recherche absolument, et je pense que à la fois ça m'accomplit moi-même, ça m'accomplit dans mon travail, et je crois que c'est le meilleur rempart contre l'idéologie pour l'idéologie en fait. Donc ça me fait pas très peur. En tout cas, j'espère garder cette motivation-là, et je pense que ça m'empêchera effectivement de sombrer dans ce que je peux dénoncer parfois de l'autre côté. Ouais. Merci Charlotte. Jacques de Guilbon, vous avez écrit il y a quelques années « Nous sommes les enfants de personne ». Maintenant, vous êtes un adulte, vous êtes même un père. Qu'est-ce que vous voulez apporter aujourd'hui à notre société en tant que journaliste très engagé ? Quel est vraiment, voilà, qu'est-ce que vous pensez qui doit être aujourd'hui
l'objectif à atteindre? Moi, il y a une image que j'aime bien, que je ressors parfois, c'est celle de ce qu'on appelle la contre-réforme, mais qu'on appelle la réforme catholique plutôt. Et je vais vous dire pourquoi. Pour débrancher 68, parce qu'en fait, au moment où a eu lieu cette réforme catholique, c'était parce qu'il y avait la réforme protestante qui reprochait beaucoup de choses à l'Église catholique, qui pour certains était fondée. La contre-réforme a dit ok, ça on est d'accord, c'est fondé, on va le réformer, mais en revanche sur tout ce que vous nous reprochez, c'est-à-dire d'avoir trop d'or dans les églises, de mettre trop de saints, etc. En fait, on va vous en mettre encore plus dans la gueule. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont créé le baroque, ils en ont mis partout, et ça a réussi, et c'est, je pense, le seul exemple de contre-révolution qui est réussi. Donc moi, c'est celui qui m'inspire aujourd'hui, avec cette phrase de Joseph de Maistre, il ne faut pas faire la révolution contraire, mais le contraire de la révolution, et donc je pense que c'est ce qu'on essaye de faire à l'incorrect, c'est-à-dire dans ce sens-là d'être incorrect et de ne pas reculer devant ce qu'on nous oppose à gauche, mais au contraire d'être encore plus violent qu'eux s'il le faut. Et revendiquer votre liberté de ton. Et vous le faites très bien. Et revendiquer votre liberté de ton, ce que vous faites très bien. Marion Maréchal, pour conclure, voilà, on a parlé de Gramsci tout à l'heure. Manifestement, voilà, aujourd'hui, vous avez, par ce retour, une volonté d'avoir un engagement plus métapolitique, vous l'avez dit vous-même. Alors, évidemment, la question, elle est un peu évidente. Est-ce que ce travail-là ne prépare-t-il pas les grands combats politiques de demain ? Alors, oui, alors on a beaucoup parlé de Gramsci, donc je pense que tout le monde s'accorde sur l'idée. Alors tu as peut-être raison, Jacques, de le fait que c'était peut-être pas très malin de l'annoncer tel quel. Genre, on arrive, mais finalement, peut-être mieux qu'il se prépare. Ça leur donnera peut-être quelques chances de pouvoir se maintenir quelques temps, j'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est que oui, moi je l'ai toujours défendu. Je pense que le combat culturel est évidemment nécessaire au combat électoral. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a énormément de travail à faire. Donc bon, nous, ce qu'on va essayer de faire, mon équipe et moi, avec l'école, c'est... Il y avait une expression, je crois que c'est Todd qui disait ça, toi Jacques qui sais tout, tu vas pouvoir me confirmer ça, mais qui parlait des cathos-zombies. Voilà, c'est ça. Et à certains égards, en France, nous avons des espèces de conservateurs zombies. C'est-à-dire que nous avons une population qui, je pense, majoritairement est une population qui est plutôt attachée à son enracinement, au fait de conserver évidemment les bonnes choses, mais les acquis, les savoirs, la beauté, le juste, le vrai, de ce qu'ils ont pu tirer de leur passé, et je l'espère aussi de le transmettre. Et donc l'idée, c'est de sortir, en fait, finalement, ces conservateurs de leur état de zombification, et de les faire revenir un peu, bon, à la vie c'est peut-être un peu ambitieux, mais en tout cas leur permettre d'exister de nouveau dans le débat public, d'avoir droit de cité, d'avoir la liberté de leur opinion, de pouvoir revendiquer fièrement, clairement, au même titre que les autres, de pouvoir penser telle ou telle chose, de leur offrir des opportunités, de pouvoir eux-mêmes offrir cette liberté à leurs enfants à travers des initiatives telles que celles que nous portons. Et je pense que chacun à notre niveau, on contribue à cette forme de résurrection intellectuelle du conservatisme. C'est très ambitieux et c'est très vaniteux de notre part. Mais je pense que c'est là... Et moi, j'ai toujours dit, je pense qu'il n'y a pas de petite résistance. Et je crois que c'est l'accumulation de toutes ces petites résistances et de tous ces petits courages qui font que finalement, on peut espérer demain d'être les nouveaux 2068 arts, peut-être. Je l'espère. Eh bien, je vous laisserai sur cette très belle conclusion. Merci Marion Maréchal, merci Jacques de Guilbon, merci Charlotte Dornelas. Chut.